S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre nouvel invité, j'aimerais remercier notre partenaire. C'est Notion, le meilleur espace de travail boosté à l'IA. Notion, c'est déjà 100 millions d'utilisateurs conquis à travers le monde, dont 50% des startups passées par Y Combinator qui l'utilisent pour collaborer plus efficacement. Et évidemment, j'en fais partie déjà depuis plus de 5 ans, que ce soit pour planifier la production de mon podcast, pour collaborer avec mes équipes, mais aussi pour des projets perso. Bref, Notion, c'est l'outil de référence pour organiser votre vie au travail. Prise de notes et documentation interne, roadmap produit, suivi de tâches, création de bases de données type CRM et évidemment tout ceci en collaboration avec vos équipes. Alors que vous soyez entrepreneur ou en passe de le devenir, que vous soyez freelance ou même salarié, Notion sera votre meilleur ami au quotidien. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui avec Notion, on vous propose 6 mois gratuits sur leur plan business Notion avec un accès illimité à l'IA Notion. Pour en profiter, ça se passe sur le lien que j'ai mis dans la description. Encore une fois, un grand merci à Notion de nous permettre de vous proposer cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Ah là là, je savais pas quelle intro dire. J'allais dire aujourd'hui je suis avec un polyglotte. En vrai, est-ce qu'il est polyglotte? Est-ce que t'es polyglotte, Augustin? Ah écoute, je parle français et anglais. On peut dire c'est polyglotte. Allez, il y a le poly dedans. Bon, raconte. J'ai le plaisir en tout cas de recevoir le fondateur, cofondateur de Wiglot. Qu'est-ce que Wiglot? Wiglot, c'est une solution qui permet de traduire un site web. Putain, attends, excuse-moi, c'est très mal poli. Ma première question qui devrait être, c'est comment ça va, Augustin? Ça va dans très quel bien. Mindset es-tu là? Écoute, ça va très bien. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui, très heureux de participer à ce podcast. Écoute, pareillement, c'est bon pour les intros. Vas-y, raconte Wiglot en 2-3 mots ce que vous faites, et après fais-nous briller avec les beaux chiffres que vous avez. Alors, en 2-3 mots, ce qu'on fait, donc comme je te disais, c'est une solution qui permet de traduire un site. Donc ça veut dire quoi? Concrètement, quand un site web va nous ajouter, tu vas avoir un petit bouton de langue, et toi, en tant que visiteur, si tu vas sur le site, si tu veux passer de français à anglais, espagnol, arabe, ce que tu veux, et ce petit bouton, c'est nous qui le mettons, et la page traduite, c'est nous qui la proposons. On est invisible pour le visiteur, mais on est très utile pour le propriétaire du site ou le gestionnaire. Donc c'est du B2B. Ouais. Est-ce que c'est tech ou c'est humain ou c'est les deux pour traduire les sites? C'est tech. Et un peu humain. Il y a quand même mais c'est l'utilisateur qui va lui-même pouvoir gérer cette traduction. Ça fait combien de temps que vous existez? Ça fait presque 10 ans. On s'est rencontré avec Rémi, mon associé, le vrai génie de notre binôme, fin 2015. C'est lui que je devrais interviewer. Ouais, c'est lui. Franchement, en plus, c'est une boîte de produits. Non, ok, raconte, tu la vois venir, ma prochaine question. La rencontre? Non. Non. On va en parler. Non, mais fais-nous rêver, je trouve que vous avez des chiffres assez impressionnants, on s'en était parlé. Je sais pas ce que tu peux balancer, je veux pas trahir un secret de polichinelle, mais vas-y, raconte. Non, je peux te donner les chiffres. Aujourd'hui, on a environ 40 000 clients dans le monde entier. On fait à peu près 34 millions d'ARR, donc ça c'est la somme de nos abonnements. Et on est 62 personnes dans l'équipe. Alors là, je regarde la cam. Si un jour j'atteins ces stats, moi je vous le dis cash, il y aura pas d'humilité les gars. Moi je serai très fier et je vous dirai j'ai fait un truc de ouf. Putain, donc 34 millions, 62, on peut dire que vous faites 2 millions d'ARR par employé. On fait non, 500 000 euros d'ARR. Ah ouais, c'est l'inverse. Bon, c'est pas grave, mais qui fait ça pour une boîte? Et vous avez levé un petit peu, mais pas tant que ça. Non, on a levé un petit peu en 2017. Donc on a créé Wiglot en 2016. Okay. Officiellement, on a levé un petit peu en 2017 avec Side Capital.
Et ensuite, on a Partech qui est rentré aussi, qui a investi dans Weglot en 2022. Qui est ta ref en termes de boîte SaaS qui fait ça? Qui arrive à atteindre... Ma ref en boîte, en termes de boîte, nous on a une ref qu'on aime beaucoup, avec Rémi, c'est, je pense qu'on est Stripe. Stripe, c'est un espèce de modèle, petite boîte. En toute humilité, on a souvent essayé de se présenter comme on veut faire le Stripe de la traduction et du multilingue. Alors, on n'a pas la même taille, c'est pas la même sphère, hein, mais je pense que c'est une rêve qu'on aime bien. À la fois comme état d'esprit, comme réussite. Stripe, c'est Y Combinator, non? Je crois qu'ils ont fait Y Combinator, ouais, t'as raison. Vous avez Apply? Non, on n'a pas Apply. Pourquoi vous avez pas Apply? On n'a pas Applied parce que quand on s'est rencontré avec Rémi, en fait, lui, il sortait d'une première aventure entrepreneuriale qu'il a faite avec un ami d'enfance, Alexis. Ils avaient fait un mix entre, on va dire, Le Bon Coin et Google Maps. Tu pouvais voir sur une app autour de toi qui est-ce qui vendait ou achetait des choses. Ok. Et pendant cette aventure-là, ils ont fait 2 incubateurs accélérateurs. Je crois qu'ils ont fait le Microsoft Accelerator et ils avaient aussi fait partie de The Family. Ok. Good old times. Et la conclusion, c'était un peu de se dire, ça peut aider un peu, mais pas forcément besoin. Mais à la fin, c'est peut-être c'est un peu du défocus et c'est du temps que tu mets pas dans ce qui est essentiel. Ça veut dire avoir des clients, avoir des utilisateurs et prendre leur retour et faire évoluer le produit. Mais tu vois, moi je pensais à un truc, c'est le fait de vouloir avoir une boîte internationale. Là, pour le coup, c'est un peu le cas. J'imagine, vu la nature de votre produit. YC, c'est pas le meilleur vecteur pour aller choper et être connu à l'international. On a beau dire ce qu'on veut sur The Family, même à l'époque. Je sais pas si The Family est connu en Silicon Valley. Alors, je te parle même pas de dans d'autres pays, mais... Non, c'est pas la même, je pense que c'est pas la même, c'est jamais pas la même notoriété, tu vois. C'est pas le même reach. Ça aurait pu vous aider en soi, mais c'était pas un enjeu à l'époque. Je pense qu'on s'est même pas posé la question, en fait. Okay. Nous, on s'est plutôt dit, comment est-ce qu'on fait pour avoir des users? Et ensuite, comment est-ce qu'on transforme ces utilisateurs en clients? Et il se trouve que notre première un peu traction commerciale, on l'a trouvé dans un channel qui était un canal de distribution qui était assez international dès le début. Le site était en anglais tout de suite. Donc, naturellement, dès le début, on avait des premiers clients qui étaient pas en France. Et aussi en France, mais pas que. Donc, on n'a pas eu ce besoin de se dire il faut qu'on aille faire un programme ou un YC pour essayer d'avoir une notoriété ou une visibilité internationale. On va dire que c'est une belle intro en matière. En fait, je vais plonger la tête la première dedans. J'ai envie de parler du 0 to 1. Je pense que tu vas pouvoir commencer par l'association avec Rémi, du coup, essayer de comprendre quand vous vous êtes rencontrés. Mais j'aimerais bien, tu vois, qu'on essaie de se positionner vis-à-vis de personnes, genre moi, ou genre nos auditeurs et auditrices, qui sont à l'aube de monter une boîte. Tu vois, une des questions que j'allais te dire, c'est limite, est-ce que tu penses que vouloir apply dans des incubateurs quand t'es en train de monter ton produit et que tu l'as pas encore vendu, est-ce que limite c'est un défocus, tu vois, en termes d'enjeux pour ta boîte? Mais tu vas nous distiller tes petits conseils. Raconte un petit peu le 0 to 1 il y a 10 ans. Ouais, attends, c'est en toute humilité, hein, parce que déjà, moi, j'ai eu... Les conseils sont faits pour moi, je pourrais raconter aussi, ce qui a fonctionné pour nous. Ah là là, quelle humilité. Mais non, mais c'est la réalité. Je prétends pas avoir toute la science, toutes les connaissances. En fait, non, ce qui est intéressant, je pense, c'est que avant de rencontrer Rémi, j'ai commencé aussi à essayer de travailler sur des petits projets de mon côté pour des idées. Et j'essayais, et à cette époque-là, je parlais avec un copain, Edouard, qui avait monté une première boîte, qu'il avait vendue à Hired. Hired, à l'époque, c'était les solutions de recrutement tech. Et il avait monté Brezio. Il avait monté, pardon. Braze.io. Ok. Et donc j'étais un peu à lui parler pour avoir des conseils un peu sur et il me disait, tu te concentres que sur une chose, tu vas le plus vite possible vers l'utilisateur, vers le client, il y a que ça qui compte. Un seul produit ou multi-produit par exemple à ce moment-là? Pour qui? Peu importe, là je te parle en termes de reco. Quand tu es en train de monter une boîte et que tu as un produit, il doit répondre à un seul besoin, à un persona type. Quand tu es en train de dire ça, que tu dois focus sur essayer de vendre à quelqu'un. Ouais, à ce moment-là, je pense que tu es en train d'essayer de chercher une forme de rencontre entre ce que tu proposes et un problème que tu essaies de résoudre. Et ça marche s'il y a une bonne tension, s'il y a de la demande. Et donc, je pense que tant que ça marche pas, soit tu es vraiment convaincu que le problème à résoudre, il est important et que tu peut-être pas la bonne approche, soit faut peut-être tester d'autres problèmes dans lesquels tu es peut-être meilleur pour essayer de trouver une solution. Mais il faut faire.
Faut passer à l'action. Raconte, je t'ai un peu interrompu, mais sur non, Blaze, mais du c'est ça. coup. Et je pense que j'essaie de me mettre dans cet état d'esprit. Et je pense que ça c'est là où ça a encore plus accéléré, c'est quand j'ai rencontré Rémi et que déjà bon, lui avait l'idée de Weglot, elle vient de lui. C'est à nouveau dans cette première expérience qu'il a faite, qu'il a fait face à différents problèmes, dont traduire une application web. Et c'est comme ça qu'est venue la frustration Donc il a rencontré vraiment, il a vécu le problème, quoi. Ah, il a vécu le problème. Et la façon dont il m'a présenté à la fois l'expérience de ce problème qu'il a vécu et la vision qu'il avait de la manière de le résoudre, j'ai trouvé ça, j'étais enchanté et assez enthousiaste par sa vision des choses. Il a lâché Braze pour se focus sur. Alors pardon, du coup ça c'est Braze, c'est un autre truc, Braze. c'était un copain d'école. Ok. Et non, il avait arrêté cette première boîte qui s'appelait Spotters. Et il s'est posé la question, il lui restait à peu près 1 an de chômage, est-ce que je repars dans un job ou est-ce que je retente une aventure? Et là, il m'a contacté. Et là, et là, il s'est dit, je retente une aventure. Okay. Et il a commencé de son côté, solo. Et en même temps, il était ouvert à des rencontres de personnes ou de profils complémentaires. Et on s'est rencontrés par quelqu'un de The Family avec qui j'avais fait un stage et qui bossait là-bas et qui m'a dit est-ce que t'intéresse de rencontrer quelqu'un en profil complémentaire. Pareil côté Rémi, on a dit oui, on a pris un café ensemble, on s'est raconté un peu où est-ce qu'on en était et ce qu'on faisait. Et à la sortie de ça, j'ai dit ok, je suis hyper enthousiasmé par ce que tu fais, je sais pas dev, comment je peux t'aider et essayer d'apporter de la valeur. Et là, on a 6 mois, on n'a pas de boîte, on a déposé aucun statut, rien du tout. La seule chose qui compte, c'est essayer d'avoir des utilisateurs. J'ai 50 000 questions et avant qu'on rentre d'un point de vue business, quand t'as envie de monter un business, mais là on va parler d'humain. Ouais. C'est pas une science exacte, le fit. Non. C'est quoi les quelques variables et est-ce que tu peux dire que t'associer avec lui, c'était que de l'émotionnel, c'était du gut feeling, il y avait rien de rationnel dedans? Bon, en tout cas, moi, j'ai jamais fait une scorecard en me disant il y a 1 point là, 0 là, etc. C'est pas du recrutement. Non, je pense que c'était je pense qu'il y avait pas mal d'émotionnel et intuitif, mais j'ai l'impression que assez rapidement on a vu chez l'un et chez l'autre qu'on avait des fonctionnements qui étaient quand même à peu près, enfin il y avait des similarités. Sur l'ambition, sur la manière d'aborder les choses, sur un côté assez rationnel quand même. Ok. Avec aussi des tempéraments qui sont plutôt, je pense, calmes. Les deux? Ouais. Donc pas si complémentaires, plutôt au final les mêmes. Peut-être sur son aspect caractériel, mais dans les compétences et dans peut-être le champ d'action, pour le coup, lui, il a vraiment la compétence tech, mais pas que. Il a aussi un très bon sens business, ce que moi, j'avais pas du tout, pour le coup. Pourquoi lui a voulu s'associer avec toi dans ce cas-là? Si c'était lui, monsieur technique. C'est une bonne question. C'est à lui qu'il faut la poser. Non, mais en vrai. Non, en vrai. S'il parlait de toi demain et qu'il dirait, moi, je suis fan de mon associé Augustin, il me permet de quoi? Tu vois, qu'est-ce qu'il a? Je pense que il savait qu'il voulait pas faire une boîte solo. Parce que tout seul, c'est quand même, en tout cas à cette époque-là, aujourd'hui ça peut peut-être changer un peu, mais tout seul, je pense que c'est difficile de faire face à toutes les incertitudes, au-delà de pouvoir décupler un peu la force de frappe. Ouais. T'as aussi le niveau d'incertitude, l'énergie, l'enthousiasme qu'il faut avoir, et si t'es seul à le porter, il y a des gens qui arrivent très bien. Je suis admiratif d'ailleurs de ceux qui arrivent. Je pense que pour lui et pour moi, on avait plutôt comme idée de pas être seul dans nos aventures entrepreneuriales. Tu n'aurais jamais monté Weglot sans Rémi? Ah bah non. Impossible. Impossible, c'est son idée. Ok. Si demain Rémi décidait de quitter Weglot, tu continuerais l'aventure? C'est une très bonne question. J'ai pas la réponse aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que je l'envisage difficilement. Tu préfères te planter avec lui que réussir tout seul? Pour Weglot, en tout cas, et son bébé presque, j'ai l'impression, en tout cas d'un point de vue idéation. Ouais, je pense qu'on est plus forts tous les deux. Je pense que on a un enthousiasme, un optimisme. On va se planter vite, mais on a une capacité, je pense, de rebond qui est très puissante, très forte. Donc ça, à deux, je pense qu'on sera bien meilleur. Alors que tout seul, si je me plante, je pense que je serai pas aussi rapide et réactif. Tu préfères gagner le Ballon d'Or ou la Coupe du Monde? Ouais, c'est Coupe du Monde.
Tu vois un peu vers quoi j'essaie de te faire tendre, j'essaie de comprendre, mais est-ce que le collectif, l'idée de créer une boîte, là on va aussi parler un petit peu après des employés, donc vous êtes 62, ce qui est pas énorme en soi, hein, pour le nombre de chiffres d'affaires que vous faites et en 10 ans, mais on va en parler. Et j'essaie de comprendre, est-ce que c'est l'aventure humaine? Est-ce que c'est les gens que vous servez à travers votre produit, donc à savoir vos clients, mais aussi les utilisateurs finaux, nous? Ou est-ce que c'est faire du cash et mener une boîte? Tu vois, il est où le curseur pour toi? Je vais même pas dire de bonheur, je vais dire de succès, parce que je pense que les deux sont liés. Si demain, pour toi, tu considères, parce que je vois bien que, vu comment t'en parles, t'es pas encore arrivé au succès prétendu que tu voudrais avoir. Si t'as ce succès et qu'il y a plus Rémi dans l'équation, c'est pas un succès pour toi? Ça dépend dans de la configuration dans laquelle il est plus là. Si c'est désiré et souhaité et que j'en continue seul parce qu'on l'un et l'autre on préfère que ce soit comme ça, pourquoi pas. Mais je pense que j'aurais beaucoup moins de plaisir et je parle juste de plaisir, genre juste de tous les jours, de ce que tu fais, de ton travail, de ce que tu arrives à ou pas accomplir. À le faire avec lui. Je te fais un peu chier dans tout ça, mais concrètement, juste y penser, tu sens que ça te fait chier d'envisager l'idée qui se barre? Ouais, je pense. Ouais, hein, c'est un truc. J'aimerais savoir une chose. Il y a 10 ans, vous êtes rencontrés, vous vous connaissiez pas ou très peu? Non. Ouais, même pas, en vrai. Pas. Déjà, premièrement, est-ce que tu recommanderais à des gens de s'associer avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas versus avec quelqu'un qu'ils connaissent? Parce que je pense qu'il y a pas, c'est pas noir ou blanc, hein, mais c'est deux biais et on va en parler, mais elle ressemble à quoi la relation aujourd'hui, tu vois, 10 ans plus tard? Écoute, je pense que est-ce que t'as intérêt à t'associer avec quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas? Bon, il y a pas une seule réponse possible. Ce qui est sûr, c'est que quand tu connais pas, tu pars avec zéro biais émotionnel ou tu vois ou affectif de ta relation d'avant. Donc si c'est familial ou si c'est amical, au moins il y a pas ça dans l'équation. T'as pas peur ce qu'il y a en plus potentiellement, c'est la confiance, peut-être qu'il y a un cran supérieur. Après la confiance tu la construis assez vite quand même. Et je pense que c'est aussi une des choses qui fait la force de notre association, c'est qu'on se fait énormément confiance l'un et l'autre. Tu peux dire que qu'il y a eu des tests au début? Et c'est comme ça dans n'importe quelle relation. Je pense que les tests, ils ont été faits de manière très pratique en fait. Ok, tu t'occupes de ça et en fait il revient. On avance. Est-ce que tu apportes de la valeur? Est-ce que tu fais des choses? Est-ce que dans le tous les jours, on a plaisir à bosser ensemble? Est-ce qu'on continue de bosser ensemble? En fait, ce test, il s'est un peu fait pendant ces 6 mois où on n'avait pas de boîte sans soi. Les premiers euros de chiffre d'affaires, on les a touchés sur le compte de Rémi. Le compte Stripe, il était sur le compte de Rémi personnel. Et je pense que le test, il vient plutôt de là, tu vois. C'est très pratique, pragmatique, quoi. C'est drôle parce que en plus tu parles d'argent et je crois que j'en parlais avec Ariel de Augment qui me disait mais en fait à partir du moment où où il y a 2 cartes, un seul compte, t'es obligé de faire confiance, quoi, parce que s'il veut, il vide le compte. Je voudrais savoir 10 ans plus tard. Ouais. Est-ce que vous êtes potes? C'est différent. C'est pas pote. C'est malgré qu'il y ait autant de parce que je pense qu'il y a de l'émotion dans tout ce que vous faites au quotidien. Ouais, je pense qu'il y a je pense que c'est encore autre chose. C'est pas mieux ou moins bien, c'est vraiment À quoi tu le comparais? Est-ce que tu as un référentiel dans ta vie en termes de relations ou est-ce que c'est très particulier? Non, je pense que c'est très particulier. Et je pense que même moi, à titre individuel, personnel, il m'a aussi permis de, je pense, m'améliorer sur des points très personnels. Je pense en tout cas, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce on se tire vers le haut où moi j'ai du mal à me dire que ça m'embête si j'apporte moins de valeur que lui à la boîte. Genre je trouve ça m'embête. Et je pense qu'il en apporte beaucoup. Ouais. Et je pense qu'on est un peu dans une espèce de relation par rapport à la boîte, hein, je parle. Bien sûr. Mais où chacun on essaye d'avoir systématiquement d'apporter des choses, que ce soit positif et de continuer à développer la boîte. Et du coup, ça nous tire un peu tous les deux systématiquement vers le haut. Je pense ça. Et après, à titre personnel, la relation avec lui, voilà, c'est pas pote, c'est différent, mais t'as la confiance que tu peux avoir avec des gens de ta famille ou de tes amis. T'as une forme de partage de problématiques quotidiennes que t'as avec par exemple ta femme. Et t'as des moments tu dois prendre des décisions ensemble
plus ou moins facile, et que pour le coup c'est que professionnel, tu vois. Il y a pas beaucoup de comparatifs. Et t'as des moments aussi de complicité. Donc c'est un vrai mélange. Il y a un éventail de choses que tu peux retrouver dans d'autres relations de ta vie et dont le socle c'est toujours pareil, mais c'est la confiance, quoi. Pour juste palper cette différence, après j'arrête de Vas-y, t'embêter ou j'arrête ça, d'embêter Rémi. Je sais pas lequel j'embête dans l'histoire. On verra quand il écoutera le On podcast. verra, ouais, exactement. J'aimerais bien le filmer, avoir une petite caméra à côté et voir ses réactions. Merde, c'était quoi la question que je voulais poser? Déjà, je crois que tu l'as dit, hein, mais le fait d'avoir quelqu'un, toi, même quand t'es down, bah, savoir que quelqu'un compte sur toi, j'ai l'impression te permet aussi de te motiver. Par contre, quand t'es down, est-ce que tu te permets de lui dire? Est-ce que, en fait, quand vous partagez plein de problématiques au quotidien qui parfois, même avec des employés, peuvent, tu vois, c'est de l'émotionnel, c'est du relationnel, c'est pas tangible ou c'est pas rationnel. Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, dans ma vie, je me suis embrouillé avec ma femme, ou j'ai des problèmes avec, je sais pas, ma famille, mes potes, voilà, il rigole. Non, il ne s'embrouille pas avec sa femme. En gros, est-ce que tu t'octroies de lui parler de ça parce que tu considères que c'est un prisme qu'il doit aborder aujourd'hui, parce que t'es pas très bien concrètement, et parce que un truc qu'il pourra te dire aujourd'hui, ben tu vas mal le recevoir, alors que si ça avait été la veille, tu l'aurais très bien reçu parce qu'il y avait pas cette variable. Elle est où la limite avec le perso dans tout ça? Je pense que si ça t'affecte dans ton quotidien pro, et si potentiellement ça vient un peu ou freiner ou un peu perturber le professionnel et tes réactions et ce que tu peux apporter, bah c'est important d'en parler dans ce cas-là. Ouais. Ok, donc sans forcément rentrer dans les détails, mais au moins prévenir, quoi. Ouais, je pense. Après. Et ça vous arrive? Ça vous est déjà arrivé? Oh, on est des gens très calmes, très chill. Oh, il me saoule déjà. Non, mais tu vois, par exemple, on a rarement, tu vois, je pense c'est pas arrivé ou on peut se partager des infos sur comment est-ce qu'on est et si on est un peu moins bien haute, mais c'est pas beaucoup arrivé, hein. Franchement, j'ai pas d'exemple comme ça en tête. Bon, question bonus. J'ai dit que j'ai arrêté mes questions. Vas-y. Il y a eu des embrouilles? Dis la vérité. Bah, franchement, je crois pas. Alors, il y a eu des désaccords. C'est pas la même chose, mais. Ouais, des désaccords, mais en fait pas tant. Tu vois, genre il y a un truc auquel on se réfère souvent, c'est quand on fait passer des entretiens. Nous aujourd'hui encore, on voit tout le monde, toute personne qui rentre chez Weglot, elle finit avec un entretien avec Rémi et moi. En même temps? En même temps. Ok. Tous les deux. Et peut-être plus les stagiaires. Non, plus les stagiaires. Ok. Mais sinon tout le monde. Et dans ce cas-là, à la fin, on se partage un peu nos impressions. Et je pense que de manière assez aléatoire, une fois c'est lui qui te donne son impression en premier, une fois ça peut être moi ou autre. On n'a jamais été pas d'accord. On a toujours eu. Après, tu peux avoir un spectre différent, mais on est toujours dans le même impression. Et tu veux enrichir ton impression de la sienne aussi. Ouais, mais du coup, on n'a jamais été en mode genre, ah non, moi, non, je suis pas d'accord avec toi, vraiment, ce profil, ça va pas du tout, ou ce profil, c'est vraiment super bien. Est-ce que la solution dans tout ce que tu es en train de me dire, et là, ces 10 dernières minutes où on parle vraiment de l'association, en fait, c'est ne pas avoir d'ego, c'est de se dire que la boîte, le bateau que vous êtes en train de construire est plus important que même la relation que vous deux vous avez, en fait. Oui, ça, je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on en a, comme tout le monde a de l'ego, mais on a une très bonne capacité à le mettre de côté pour l'intérêt de la boîte. Et de faire passer l'intérêt de la boîte le plus possible en premier. D'avoir un ego collectif et pas un ego individuel. Une ambition collective et pas une ambition individuelle. Et ils le ressentent, les équipes, ça? Bah, est-ce que vous êtes des bons managers? Ouais, c'est à eux qu'il faut demander. Hein. Ouais, il y a pas d'école. Enfin, j'allais dire, il y a pas d'école de management. S'il y en a, mais je suis pas sûr qu'elle t'apprenne à être manager. Bon, on va revenir un petit peu au 0 to 1. Je t'ai un peu interrompu où là tu disais que vous vous êtes rencontrés, puis moi l'association me plaît beaucoup et l'humain en général me plaît beaucoup. Déjà, est-ce que tu partages ça, que l'association mais aussi votre équipe, bah, c'est la plus grosse variable qui peut faire le succès comme l'échec de votre boîte? Je suis d'accord. Et c'est pas une science exacte. Encore non, c'est pas exact et je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, ben on va revenir sur les autres actions un peu plus tangibles. C'est quoi les premières actions que vous avez menées? Je reprends deux choses. Il y a la création du produit. Il y a, je suis sûr et certain, le vendre alors qu'il est pas parfait. Dis-moi si je me trompe. Et il y a aussi tu nous as parlé d'un stream, d'un canal sur lequel vous allez acquérir vos premiers clients. Mais j'ai presque l'impression que vous l'aviez pas anticipé, ce canal-là.
Ah bah, on avait vraiment, on a découvert plein de choses au fur et à mesure, bien sûr. Donc c'est quoi, un petit peu les questions que vous êtes posées et comment vous avez réussi ces premières étapes qui sont charnières, j'ai l'impression. Ouais, bah une fois qu'on a un peu tombé d'accord qu'on pouvait tester de travailler ensemble. Moi, mon seul objectif, c'est essayer de trouver des gens qui utilisent le produit. Vraiment, alors, tu vas avoir ton réseau, tu vas essayer de faire du cold calling, du cold emailing. J'allais dans les espaces de coworking à taper sur l'épaule des gens en disant est-ce que t'as un site web? Oui, vas-y, essaye mon produit. Ça, c'était un... Ah, c'est drôle. Donc, t'allais voir des gens qui pourraient être clients, mais tu leur demandais d'être user. C'est pas les mêmes cibles, du coup. Si, c'est pareil. Pour nous, c'est pareil. User, c'est client. Pardon. Ok. Ouais, c'est pareil. Okay. Ouais, exactement. Ok. C'est, tu vois, on fait du B2B, mais on fait du small B2B. On se fait SMB. Ouais, ok. Ouais, surtout quand on commence. Maintenant, on adresse beaucoup, des personnes à des tailles de boîtes assez différentes, et larges et du small. Mais à l'époque, on est vraiment plutôt plutôt des petites boîtes, tu vois. Et donc, c'est grave aller tester votre produit. D'ailleurs, tu pitchais pas tant qu'il n'y avait pas le produit, mais une fois qu'il y a le produit, il faut absolument le confronter moi, je suis arrivé, au marché. il y avait déjà, Rémi, il avait déjà fait tester un bout de produit à un premier user. Et c'était évidemment, c'était un MVP où ça faisait juste ce que ça disait, quoi. Genre, c'était le minimum possible. Et on itérait au fil des retours et au fur et à mesure du nombre de users qu'on prenait, quoi. Et moi, mon seul objectif, c'était d'arriver à faire rentrer des nouveaux users, quoi, pour qu'on puisse avoir des retours et comprendre aussi comment est-ce qu'on fait pour avoir les users et vérifier que les gens payent. Tu la sens bien, ma question. Comment vous avez fait pour trouver des users, alors? Donc, quelles sont les réponses? Pour trouver les users, tu fais tout et n'importe quoi. Donc là, tu essayes tout. Donc, on a essayé, comme je te disais, on a fait emailer dans des groupes Facebook à l'époque, un peu entrepreneurs, tech, etc. Essayer d'aller voir les incubateurs, aller dans les trucs dans les bureaux de coworking et faire à 9h du matin toutes les places de coworking et taper sur l'épaule de chaque personne pour lui demander d'essayer ton produit. Ça c'est une expérience. Putain, tu t'es senti Greenpeace à Montparnasse. Ah ouais. Le plus dur c'est de se mettre dans un état d'esprit mental de le faire et les premiers, mais après ça les gens ils voient venir, mais bon, je vais arriver à ton tour. Ça prend combien de temps avoir des feedbacks assez bons au point de se dire ça y est, ce produit je peux le vendre? Ah mais nous on essaie déjà de le vendre. Okay, mais nous on nous a testé gratuitement. Et puis les gens qui rentraient dans le funnel, après, si t'es intéressé, on leur disait pas tu le gagnes gratuitement. Non, donc vous avez signé des gens juste sur un MVP qui répondait à une fonction primaire. Bien sûr. Okay. C'était quoi la première langue? Ou c'était une seule langue ou plusieurs langues dès le départ? Non, plusieurs langues dès le départ. Ok. Ouais. Et c'était quoi quand tu disais une seule fonction à laquelle ça répondait? Non, mais ça permettait d'avoir un bouton de langue sur ton site qui permet de passer ton site de français à l'anglais ou l'espagnol et d'avoir un tableau de bord dans lequel tu peux voir tes traductions et les changer si tu le souhaites. Finalement, c'est le cœur de ce qu'on fait toujours. Hein. En quoi c'était différent pour nous, end user, d'utiliser Google Traduction qui te propose de traduire le site automatiquement? Pour toi, end user, si t'es le visiteur du site web, tu peux utiliser l'extension de Google Traduction qui est sur ton navigateur, mais c'est pas la traduction qui a été faite par le propriétaire du site. Donc c'est pas quelque chose que lui propose. Il y a pas de contrôle derrière. Il y a pas de contrôle derrière et en plus c'est pas une version qui est vue et indexée par les moteurs de recherche. Ah, donc il y a du référencement aussi que tu perds là-dessus. Exactement. D'accord. Ah, putain, on va toucher à plein de choses. Attends, mini question, c'est quoi l'enjeu? C'est bête ce que je vais dire, mais c'est quoi l'enjeu pour vos clients de devoir traduire leur site? Et j'ai l'impression que c'est implicite et logique, mais tu vois, le SEO, je l'avais pas forcément en compte. Ouais, le SEO, simplement pour avoir des nouveaux canaux d'acquisition, essayer d'arriver à attirer du trafic qui est pas son trafic en langue originale. C'est aujourd'hui, en 2025, on doit être, et déjà il y a 10 ans, mais on doit être très local quand on s'adresse à des pays, même si on est une boîte internationale. Ouais. Je sais pas, Stripe, je les trouve pas très locaux, j'ai l'impression que c'est très, mais bon. Ils ont quand même une version française, une version française-canadienne, je pense, une version française-française. Non, ils sont malgré que ce soit le même produit, la même fonction. Ouais. Il y a un déclic. Il y a un moment où, pendant ces phases d'itération au début, même si vous arrivez à vendre et que vous enrichissez le produit, vous l'améliorez, il y a un moment où vous dites,
on doit aller prouver notre product market fit et donc là essayer de vendre que ce produit à ce persona type qu'on a identifié et être sûr qu'il y a un vrai besoin marché auquel on répond. Je pense que le déclic, c'est quand on parlait à ces potentiels utilisateurs et clients, beaucoup nous ont dit non mais c'est très bien, mais en fait comment tu fais pour mettre ça dans mon site WordPress? T'as un plugin? Et okay. bon, on te dit ça une fois. Moi, je connaissais pas WordPress, mais Rémi non plus. Une fois, tu dis bon, ok, 2 fois, puis c'est quand même revenu pas mal de fois. WordPress, donc à un moment, on s'est dit bon, bah peut-être ça vaut le coup de regarder comment est-ce qu'on peut éventuellement embarquer l'ajout de notre solution dans un plugin pour que ce soit un peu plus simple pour les gens de l'ajouter sur leur site, quoi. Et en faisant ça, on s'aperçoit aussi de 2 choses. C'est que tu peux être listé sur un répertoire de plugins public. C'est l'équivalent de l'App Store. Donc c'est du sur lequel il y a du trafic tous les jours. Ok. Et en plus, ça me permettait d'avoir une solution qui était meilleure pour le SEO. Dans le fonctionnement de WordPress, passer par un plugin. Donc ces 2 choses-là combinées ensemble ont fait que on arrivait à d'un coup avoir un nombre d'utilisateurs récurrents qui arrivait en inbound tous les jours. Qu'est-ce que vous auriez dû faire avant pour vous en rendre compte plus tôt? Parce que j'ai l'impression que tu me dis au bout de 3, 4, 5 retours, vous avez dit on va peut-être creuser ça. Vous avez pas fait de customer research au tout début? Donc vous avez pas posé ces questions un peu plus basiques de tout simplement où est-ce qu'est host ton site? Si, on les posait, mais au fur et à mesure, avec chaque nouvel utilisateur avec qui on parlait, tu vois. Donc on avait quelqu'un qui avait un PrestaShop, on essayait de lui demander ok comment tu t'as fait pour l'ajouter. Donc on sentait quand même qu'il y a un truc qui se dessinait un peu sur qui dépendait de la manière dont tu créais ton site. Donc okay. À l'époque c'était le début non, c'est déjà pas mal avancé, mais il y avait les CMS et donc on sentait qu'il y avait quelque chose qui pouvait être intéressant pour nous. Et je pense qu'après avec le volume de retour, on s'est dit ok, en fait a priori il y a une part de marché importante de WordPress. Et donc, ça vaut le coup de mettre un peu d'effort. Je pense qu'on essayait aussi de pas diluer ou pas défocus l'effort, surtout sur la partie tech et produit, pour essayer d'être le plus laser sur ce qui, a priori, a le plus de chances de valider qu'on trouve des users et on fait payer. On arrive au product market fit ou pas? Tu considères après cette phase de WordPress? Oui. Ouais. Bah là, on se focus pendant 6 mois. On fait que ce plugin WordPress. Okay. Et pour le coup, on passe dans un mode où on est plus en mode support. Okay. Où il faut gérer un volume de support important tous les jours. Pourquoi c'est important le support? Dédicace à un ancien invité dont on en a parlé là, il y a 2-3 semaines, mais ouais, dis-moi. C'est indispensable. C'est pour plein de raisons. C'est une source inépuisable de feedback et de retour, de compréhension des frustrations et aussi des choses qui sont valorisées par tes utilisateurs. Et je pense qu'à la fin, c'est je sais pas si tu as déjà été confronté à des problématiques de support, mais l'expérience que t'as, elle est aussi liée au support à partir du moment où tu les contactes. En plus, tu fais l'effort de les contacter. Donc je pense il y a un aspect sales, satisfaire ton client, mais aussi un aspect feedback, aspect produit, aspect sales et aspect expérience globale. Et nous, ça, dès le départ, bon, déjà, on fait le support tous les deux parce que c'est un bon problème, c'est génial. On a plein de retours directement tous les jours. Et aussi, on comprend que l'expérience globale, on peut essayer de la valoriser avec les avis clients. Et c'est aussi un bon outil pour nous pour arriver à avoir des bonnes notes. Et c'est un truc qu'on a travaillé dès le début et qui est aujourd'hui encore ultra important pour nous. Donc c'est quoi le NPS de Weglot? Alors NPS, je sais pas, mais nous on est plutôt en nombre d'étoiles, tu vois, sur G2, Trustpilot, ça. Et aujourd'hui, Trustpilot, je pense, je vais pas dire une bêtise, mais on doit avoir plus de 2000 ou reviews dessus et on est à 4,9, tu vois. Est-ce que vous demandez à la fin de chaque ticket support ouvert de laisser un feedback, ou est-ce que tu vois que parce que vous répondez à leurs besoins et ce de manière positive, ils ont envie de dire. Alors, on sait pas automatique. Ok. On va plutôt dire soit ceux qui vont d'eux-mêmes être positifs, eux, tout de suite, on va les solliciter. Ou quand on sent que la situation, elle est plutôt positive, sans qu'ils l'aient exprimé, on va quand même leur demander. Okay. Mais si ça se passe pas très bien, ça arrive. Tu vas pas demander une review. Non, mais je sais, mais moi, je voulais voir, est-ce que, tu vois, un client un peu satisfait, et j'ai un peu ce sentiment-là que quand tu fais plaisir à quelqu'un ou qu'il est satisfait, il va te le rendre fois 1000.
tu vois. Ouais. Un peu ce truc-là, et je pense que ça peut être plein de choses. Un prof avec son élève, on connaît tous un prof qui nous a rendu passionnés pour une matière. L'année d'après, on a détesté, donc on se dit ah ouais, c'était vraiment dû au prof. Et je pense qu'il y a un peu ça avec les clients. Je voulais juste un peu wrap up et faire une petite conclusion là-dessus, et je veux qu'on la travaille ensemble, mais c'est quoi les key learnings sur ce 0 to 1? C'est quoi, je reviens un petit peu à s'il y a des gens qui nous écoutent, mais allez, c'est quoi les 3-5 commandements que tu te donnerais si demain tu remontais une boîte un peu pareil? Les commandements. Ben moi, je pense que je vais te dire des choses qu'on m'a dites et que ce qui est très difficile, c'est que tu peux les entendre. Mais entre les entendre et les appliquer, c'est difficile. Je pense que tu as besoin de faire tes erreurs pour te rendre compte des choses. Donc, je pense que les commandements, ça sert pas à grand chose. Je pense qu'en revanche, il faut vite faire. C'est juste dans la méthode. C'est juste faire, c'est tester. Et se rendre compte très vite, de ça marche ou ça marche pas, et c'est ok de faire des erreurs ou de pas appliquer les conseils. En revanche, faut être dans l'action permanente. Qu'est-ce que vous avez chié? Qu'est-ce qu'on a chié? Y a pas eu de galère avec Weglot en 10 ans? Franchement, ça a été une progression. On a eu des moments un peu de doute, tu vois. C'était plutôt. En fait, comme je te disais, on a commencé cette première traction un peu commerciale, ce product market fit, ça se passe quand même pas mal avec WordPress. Ouais. Donc après, on se dit, ok, donc il faut faire. On a toujours quand même en tête cette envie d'avoir un produit qui soit universel, pas forcément lié à une seule techno. Donc on dit, on va le dupliquer sur une autre techno. Donc on fait Shopify. On choisit une techno dans laquelle il y a une marketplace, donc il y a des apps. Donc il y a un peu ce même mécanisme de pouvoir trouver ses premiers utilisateurs. Bien sûr. On fait ça fonctionne plutôt bien, même très bien. Et après on dit vas-y, on continue. Ouvrons. Donc du coup on fait 2 erreurs. On fait une erreur juste après. On dit faisons la même chose sur les frameworks de langage de développement web. Donc en gros, quand tu utilises du PHP, tu vas utiliser par exemple un framework qui s'appelle Symfony. Okay. Et Symfony, ils ont un peu une sorte de pas des plugins, ça s'appelle des bundles. Tu fais des bundles pour faire des fonctionnalités dans Symfony. Donc, faisons un bundle qui soit Symfony qui permet de traduire. Okay, et faisons-le sur chacun des langages. Et ça a pas du tout fonctionné. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Ça a pris un peu de temps parce qu'on a quand même choisi 2-3 pour essayer d'en lancer en parallèle et de voir si ça allait prendre. Et en fait, à la fois, il y a eu pas vraiment d'adhérence utilisation. Et en plus, c'était long à maintenir et sortir. En fait, à la fin, même si ça avait fonctionné, on se retrouve peut-être avec genre 50 versions de ton un peu d'intégration. Mais elles sont toutes différentes, tout à maintenir en même temps. Ouais, je veux dire à mettre à jour continuellement pour qu'il n'y ait pas de friction. Ouais, donc finalement, tant mieux que ça n'avait pas vraiment fonctionné. Ça prend combien de temps avant de te rendre compte que ça fonctionne pas? Ah, ça nous a pris, je dirais 2 mois et demi. 2 mois et demi, 3 mois. Ouais. J'attendais le 6 mois et j'allais dire. Non. T'aurais pu le réduire. En fait, 2 mois et demi, 3 mois, c'est au quotidien. T'essaies de chercher des exactement. signaux. Okay. Mais ce qui était un peu, la première expérience qui était un peu nouvelle pour nous, c'est qu'on avait recruté quelqu'un pour ça. Ah, okay. Et donc du coup on a mis fin après ils comprenaient aussi mais c'était pas forcément hyper tu te sens pas hyper bien d'avoir fait venir quelqu'un pour quelque chose, ça fonctionne pas et du coup faut c'est un échec. Ouais, c'est un peu un échec, mais c'est aussi un apprentissage. Je pense que tu fais venir les gens quand tu sais et que t'as un peu un niveau d'incertitude qui est suffisamment bas quoi. Alors, il faut un peu tester les choses soi-même avant de faire venir des gens pour le développer peut-être. Ah, c'est peut-être ça l'échec, c'est que vous avez pas essayé de le faire aussi un petit peu plus en interne avant de. En gros, vous avez c'est pas un vrai échec, c'est un learning en fait. Ça c'est très bien. En fait, nous je fais titi c'est le mot en français échec, mais je suis sûr qu'aux US jamais ils diraient un échec. C'est très bien. Et en 2 mois et demi, on a appris ça et ça nous a permis de nous focaliser principalement sur avoir une approche qui soit beaucoup plus dédiée non pas à des personnes dev ou très techniques, mais plutôt à des personnes qui sont marketing, produits, communication, qui ont une culture un peu web, mais qui n'ont pas forcément des compétences techniques très profondes. Et ça c'est vraiment ça on l'avait déjà un peu, mais ça a scellé un peu la vision de on fait un produit qui doit être extrêmement simple à utiliser. On va parler de la team. Mais juste avant, parce que c'est une très bonne intro, mais je vais en parler juste de l'international. Je sais que c'est la fonction de votre produit même que de devoir le traduire dans plein de langues, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de fonds de VC, notamment il y a 10 ans, qui vous disaient « Hey,
validez votre marché en France, local, et ensuite aller voir à l'international. Est-ce que tu t'es confronté à ça? Je me rends pas compte quand est-ce que vous avez levé par rapport au stade de maturité de la boîte. Est-ce que tu as l'impression que vous étiez je sais pas si c'est un ovni, mais en tout cas, pas beaucoup de boîtes faisaient ça, de s'internationaliser en termes de ref en France? Dis-moi tout. Est-ce que c'est un sujet? Ouais, je pense que nous, on a sur cette partie internationale, on est un petit peu peut-être à part dans le sens où on a directement commencé avec des clients, enfin, on était tout de suite international. Je pense que après la première année, on avait déjà des clients dans plus de 50 ou 60 pays, tu vois. Ça, c'est via WordPress, par exemple, ouais, ou exactement. du Shopify aussi. Ouais, exactement. Okay. C'est ça. C'est exactement ça. Et cette strat, on s'est pas dit il faut être international. On s'est dit, okay. on a quand même commencé, le site était qu'en anglais, donc okay. Ça oui. Mais on s'est quand même dit, on s'est adressé tout de suite à des plateformes qui elles-mêmes avaient des utilisateurs et des audiences qui étaient internationales. Donc on a juste on s'est adossé à des plateformes qui elles étaient internationales et donc on l'était aussi naturellement on acquérait des utilisateurs internationaux. C'est un non-sujet ce que tu me dis, c'était juste logique à l'instant T, mais il y avait pas de commandement à la VC qui te disent voilà comment monter une boîte. Non, il n'y avait pas de commandement, mais c'est aussi parce que ça s'y prête bien pour notre produit. On n'a pas de contraintes réglementaires, on n'a pas de problématique. Si t'es une banque, tu peux pas te lancer dans tous les pays en même temps, ça marche pas. Nous, pour le coup, notre marché, notre sous-jacent, il s'y prête bien. Il y a pas beaucoup de contraintes, il y a pas de juridique, il y a pas de livraison de biens. C'est, tu vois, c'est vraiment ça s'y prête très bien. Et c'est vrai que aujourd'hui. Je pense cette année on a fait un peu un gros effort de branding sur essayer de montrer un peu plus la marque Weglot, notamment en France. Avec Blaise Matuidi. Avec Blaise Matuidi notamment, mais ça c'est autre chose. C'est notre Y Combinator de l'expansion internationale. Ouais, vous l'avez annoncé là. Il y a un programme d'accompagnement. Tu veux en parler peut-être? Ouais, on peut en parler carrément. Vas-y pitch. Ok. Bien sûr, on lance le premier programme d'accompagnement d'accélérateur international en France, totalement gratuit. Où l'idée, c'est de prendre 6 boîtes, et ces 6 boîtes-là, en 3 mois, de les amener à ouvrir un pays. Donc la traduction, c'est une partie de ta problématique, mais c'est pas que. Et pour le faire, on les accompagne, nous, plus des experts dans chacun de leurs domaines. Donc experts, par exemple, sur l'Allemagne, si c'est l'Allemagne, experts en ads, si c'est dans des ads, voilà. Et le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de rythmé, dans l'action, dans le concret, pour qu'à la fin des 3 mois, idéalement, t'as réussi à avoir du trafic et du chiffre d'affaires dans ce nouveau pays. Et si c'est pas le cas, ça peut arriver, t'as appris. Et tu sais pourquoi ou comment est-ce qu'il faut faire différemment, ou s'il faut faire un autre pays, ou si peut-être c'est pas pour toi l'expansion internationale à ce moment-là. Donc, les personnes que vous accompagnez, les 6 boîtes. D'ailleurs, là, les candidatures sont ouvertes, j'imagine. Les candidatures sont ouvertes, mais ça ferme dans le 26 juin. On est le 26 juin, genre, on est le 25. On est le 25, demain. Mais bon, j'espère probablement hier ou avant-hier, ou je sais pas quand ça sortira. Je pense même il y a une semaine. Enfin, on va voir, faut me laisser le temps de monter tout ça. Mais, la question toute simple, si c'est gratuit et que eux en face peuvent gagner soit du business, soit de l'apprentissage, qu'est-ce que vous gagnez? Nous, on gagne, on s'est toujours un peu positionné en se disant, on trouve ça trop bien d'essayer de fournir la meilleure solution possible dans le monde pour traduire un site. Mais à la fin, ce qui serait encore plus génial, c'est que les gens ils puissent réellement faire grossir leur business grâce à nous. Au moins indirectement ou un petit peu. Et ça, c'est une manière de déjà mettre un pied dedans sur comment est-ce qu'on peut mieux comprendre les problématiques au-delà de la traduction pour effectivement arriver à faire du chiffre d'affaires. Donc nous, ça nous permet d'accompagner ces 6 boîtes et d'avoir un feedback ultra qualitatif, avoir de la visibilité en créant un programme qui est visible, qui permet aussi à des boîtes françaises de rayonner au-delà de la France. Et c'est quand même, à la fin, quand tu traduis, c'est quand même un peu ta finalité. Donc ouais, pour ces 2 raisons-là, on trouvait que c'était intéressant. Et la 3e, ça ouvre là aussi l'option d'avoir si ça fonctionne, d'avoir une récurrence où tous les ans, on fait chaque saison, on accompagne des boîtes pour essayer de les faire rayonner et de leur faire ouvrir des marchés, grâce à nous. J'allais dire Allepply ou non du coup, mais les 6 boîtes qui vont être accompagnées, bravo. Tu l'as pas dit, mais moi je vois quand même qu'il y a en fait, tu me parles de com, tu pourrais juste tartiner de posts LinkedIn, de pubs, tu vois, dans le métro, etc. Bon, vous en faites, il me semble, mais pas que. Enfin, un peu quand même. Mais oula, ça gargouille, désolé.
Non, c'est une très bonne intro. Je veux parler de l'équipe et je veux utiliser le mot responsabilité. Vous êtes des employeurs, vous avez créé une boîte from scratch et pour autant, il y a des gens qui vous rejoignent, il y en a qui quittent leur job, il y en a qui commencent leur carrière chez vous. C'est quoi la responsabilité que tu as en tant que manager, en tant qu'employeur? J'adore ce mot. C'est une référence à François Damiens. Mais bref. Et non, l'autre question dedans, c'est même pas une question. Enfin, si, c'est une question, mais pourquoi vous donnez de l'equity à tous les employés? Peut-être pas les stagiaires, mais les autres. Il y a plein de questions. Responsabilité, et je pense qu'elle est liée, que quand t'as une responsabilité que tu veux les engager, j'ai l'impression que l'une des carottes, c'est aussi qu'ils fassent partie du projet. Bien sûr. Responsabilité, je pense que c'est le moyen pour avoir de l'impact dans ce que tu fais. Je pense que on essaie de trouver des gens, c'est pas trouver des gens, on propose des opportunités de nous rejoindre. Et le job, c'est d'essayer d'avoir de l'impact dans ton équipe ou à l'échelle de Weglot. Et à l'échelle de Weglot du coup, en étant responsable de ton expertise ou de l'expertise que tu vas développer. Typiquement, un exemple, c'est si on parle du programme Blaise Matuidi, qui est pas un programme Blaise Matuidi, parrainé par Blaise Matuidi, qui donc ce programme d'accélération internationale, c'est une super idée de Elodie, qui il nous a rejoint il y a quelques mois. Coucou Elodie. et voilà, elle s'est dit il y a peut-être une opportunité de faire un programme d'accélération internationale. Ah, en plus, on peut peut-être avoir une personnalité qui le parraine. En plus, ça peut peut-être ouvrir des options pour avoir une communauté derrière de boîtes intéressées pour aller à l'international à la recherche de conseils et de tips. Donc en fait, elle est venue avec l'idée, l'envie de la réaliser et c'était ça elle est responsable de cette partie-là. Ça se passe franchement, je suis admiratif du temps de la rapidité avec laquelle elle l'a mis sur pied et jusqu'à présent on a plus de 300 candidatures et c'est bien parti pour être un beau succès. Donc ça c'est la responsabilité, je pense. C'est d'essayer d'offrir l'opportunité d'avoir de l'impact et de la responsabilité au sein de l'équipe. Et tu vois que c'est une demande de tes employés d'avoir de l'equity plutôt qu'un plus gros salaire? Je pense qu'il y a pas, c'est pas l'un ou l'autre. Je pense que nous, on avait plutôt une philosophie de se dire les deux. On vous paye bien et on vous file des parts. Je pense pas on paye pas du tout bien ou beaucoup plus que le marché. On doit être dans le marché. Mais c'est important pour nous que chacun puisse avoir aussi une partie de la valeur qui participe à créer. Et la BSPCE, l'equity, en tout cas en l'occurrence les BSPCE, c'est un bon outil pour ça. Et ça permet d'aligner les intérêts de l'équipe, quoi. Dernière question là-dessus, mais qui est vraie. Un employeur, c'est quoi son rôle en fait? Quand je reviens sur la responsabilité, est-ce qu'il est business? Est-ce qu'il est sur la carrière pro? Faire grandir les gens? Est-ce qu'il est aussi participer au bonheur des personnes, étant donné qu'ils passent une bonne partie de leur journée dans ta boîte? Qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Ouais, c'est une très bonne question. Ah, ça veut dire qu'il a pas la réponse. Non, j'ai pas la réponse. C'est quoi sa responsabilité? Je pense que t'as l'occasion d'offrir un référentiel avec... chaque entreprise a un peu son système de fonctionnement avec ses valeurs, ses règles et autres. Donc, en tant qu'employeur, c'est en tout cas, nous, en tant qu'employeur, je peux parler que nous, on essaie de fournir un cadre dans lequel les gens sont heureux de venir au boulot. Donc le bonheur, je pense, ça y contribue, et qui trouvent une forme de bonheur à travers leur travail et dans leur mission, mais aussi dans le cadre dans lequel ils évoluent. Je pense que ça c'est important, et c'est un peu de notre responsabilité. Et après, c'est aussi lié au fait qu'on soit founder, mais il y a aussi un côté tu parles de responsabilité vis-à-vis de l'équipe. Ouais, c'est ça, hein, c'est vis-à-vis de... Ouais. Responsabilité humaine. Je parle pas de la responsabilité de faire en sorte que Weglot perdure. Je pense que celle-là, elle est implicite, tu vois. Ouais, je pense qu'il faut arriver à trouver le bon curseur entre un environnement qui favorise le bien-être, être dans les meilleures conditions pour que eux puissent
exprimer progresser, leur exprimer leur expertise, voilà, se développer individuellement et au sein de leur équipe. Donc ouais, je pense qu'il y a cette responsabilité-là. Ouais. Et c'est un kiff pour toi d'avoir cet impact auprès d'eux? C'est une fierté, par exemple, d'avoir 62 personnes en interne? Je sais pas si le nombre c'est une fierté. Peut-être pas le nombre, mais ces 62 là en tout cas. Ouais, je pense que d'avoir un projet commun auquel on essaye de tous participer et on y croit tous et d'avoir un enthousiasme partagé, c'est une fierté quoi. D'arriver à motiver, d'être tous motivés, moi aussi par des projets. Par exemple là, on a un gros chantier avec un gros enjeu de comment est-ce qu'on va intégrer la Gen AI dans notre produit, ce qui est quand même assez, enfin, on peut être touché par ça. Donc du coup, c'est intéressant de voir comment tout le monde se motive et veut participer à la création de cette nouvelle étape, quoi. Donc ça, je trouve ça assez. La fierté, c'est plutôt de se dire, on arrive tous ensemble à regarder dans la même direction, à mettre notre énergie au service de nouveaux challenges, quoi. Et dédicace à Rémi, parce que c'est son idée, on va pas oublier. Tu parles d'IA, je veux juste savoir, et je veux peut-être te poser aussi une double question dedans qui est pas forcément liée. Est-ce que tu peux me refaire juste une mini chronologie en 10 ans? Juste comprendre, très souvent, on prend du temps à passer le premier million de chiffre d'affaires, et passer de 1 à 2 prend beaucoup moins de temps. Donc je veux savoir si toi tu l'as ressenti ça, et je veux aussi savoir l'IA, rapidement, mais ça va révolutionner votre business, la manière dont vous approchez la traduction et votre produit? Donc deux questions. Bonne question, ouais. J'allais dire, à la base, je le vois se gratter sa tête quand je parle d'humain. Je me dis, je vais arrêter de le faire chier, mais en fait... Non, mais tu me fais pas chier, hein. Pas du tout. J'espère que tu vas pas quitter ce podcast. Ça m'est jamais arrivé pour le moment. J'espère que je te donne pas l'impression que je vais quitter ce podcast en cours. Non, dans 10 ans, un petit retour en arrière sur 10 ans, ouais, on a commencé en 2015, on s'est rencontré avec Rémi. On a créé la boîte officiellement début 2016, donc on aura les 10 ans l'année prochaine. Okay. Quand on était en 2017, début 2017, on devait faire à peu près, je dirais 150 000 de ARR à l'époque. Ouais, donc 10K d'MRR, quoi. Ouais, exactement. Okay. Et avec ça, on se rémunère clairement pas. Pas encore. En tout cas. Si, écoute, à ce moment-là, on se payait Rémi et moi le minimum possible, quoi. Ouais. Ah, vous avez pas le chômage du coup. Moi, je l'avais pas. Rémi l'avait jusqu'à une certaine date, quoi. Ouais, 1 an ou 2. Ok. Ouais. Ensuite, le premier million d'ARR, je vais grosso modo, hein. Ouais, grosso modo. J'ai l'impression que c'est de mémoire dans 2018. Donc ok, 2 ans plus tard, non même pas 1 an plus tard au final. Ouais, ou 2019. Attends, vous aurez fait x10 en 1 an? Non, j'ai dit une bêtise, donc ça fait 83 000 euros de MR. Ouais, on doit être en 2019, il me semble. Okay. Ensuite, on va parler du 10 millions d'ARR, je pense que c'est pas mal, c'est fin 2021. Donc en 2 ans. Fois 10. Donc ça devait être 2018, donc 2020, ouais, 2021, 10 millions. Attends, c'est ouf. Tu passes de, on va dire, allez, grosso modo, 150K à 1 million, tu prends 2-3 ans, et tu prends à peu près cette même période pour refaire fois 10 de 1 à 10. Ouais. C'est quoi le plus dur? C'est de faire de 150 à 1 million, ou de 1 à 10, et ensuite de 10 à 34? Qu'est-ce que tu considères quand je te dis le plus difficile, c'est, non pas en termes d'effort, mais en termes de, quand tu te fixes l'objectif, à quel point tu y crois? Je pense que le plus incertain, ouais, c'est le 0 à 1. Et c'était le plus douloureux et en même temps le plus plaisant? Non, c'est pas forcément le plus douloureux. T'as rien à perdre. T'as une forme de naïveté. T'es à la découverte, l'exploration. Non, je pense que tu fais des montagnes russes tous les jours. Mais je dirais pas qu'en termes d'effort personnel, c'est forcément plus. Ça m'a coûté plus. Et après, je pense que passer de 1 à 10, c'est moins incertain, okay. Mais c'est difficile. C'est une mini parenthèse sur l'IA. Je pense qu'il y a un petit enjeu. Est-ce que tu peux juste m'en parler rapide? Il va nous rester quelques minutes et on va refaire un beau tour dans ta tête, comme si on l'avait pas fait depuis tout à l'heure. Mais tu vas très vite comprendre. Mais ouais, l'IA, déjà, est-ce que c'était un sujet il y a 10 piges? Oui, mais non, on a
assez rapidement, on a un peu embarqué l'IA avec nous, sans que ça s'appelle IA. Mais dès le début, l'idée de Weglot, c'est d'avoir une première couche de traduction qui soit automatique. Et à l'époque, donc du coup, c'est du machine learning que vous ouais, faisiez c'était tu vois, Google Translate, Microsoft Bing, Microsoft Translate. Mais qui apprend et qui s'enrichit à chaque fois. Non, qui apprend pas, qui okay. s'enrichit. C'est à l'époque, ils utilisent. Après, ensuite, il y a DeepL qui arrive. Ils ont des modèles qui sont des modèles neuronaux et c'est du NMT. Neuronal Machine Translation. Okay. Avant c'est du statistique, et après c'est du neuronal. Okay. Et donc ça en fait c'est de l'IA. Qui dit neuronal dit qu'il y a un enrichissement humain aussi dedans ou un apprentissage. Dit ou pas que forcément. C'est pas simplement des probabilités sur la position dans la phrase, mais que il y a une forme d'entraînement sur des corpus de texte, donc sur des bases de données volumineuses. Et cette Gen AI aujourd'hui, elle vous aide. C'est pas de la Gen AI du coup à l'époque. Non, mais aujourd'hui du coup l'évolution de l'IA, c'est plutôt du. En fait, est-ce que c'est sur de la trad et votre produit même, ou est-ce que c'est plutôt en sous-marin des process en interne qui vous permettent d'être beaucoup plus efficace? C'est à 3 niveaux. C'est sur la trad, on veut l'intégrer. Donc l'idée c'est de pouvoir mettre à disposition. En fait, là où la Gen AI on trouve qu'est meilleure, enfin c'est pas nous, c'est les users. On a fait des tests avec eux. C'est que quand tu donnes du contexte à la Gen AI, elle est très forte pour te proposer des traductions qui sont bonnes pour ton audience. Si tu veux une audience qui est par exemple B2C, informelle, non technique, en précisant que toi tu travailles dans telle industrie, ça va être vraiment très très pertinent et de très bonne qualité. Et en plus ça peut apprendre avec les différents éléments que tu vas peut-être lui fournir ensuite pour faire des modifications. Okay. Donc ça permet d'avoir vraiment une traduction de la qualité où a priori elle est meilleure. Après sur les process en interne, on l'utilise dans pas mal, je pense dans toutes les équipes dev, équipe produit, équipe sales et autres. Et ensuite en canal de distribution, c'est le troisième volet. Aujourd'hui, je crois que tu as à peu près 1 milliard de recherches par jour qui sont faites maintenant via les LLM sur les 13 milliards, les 13 je crois avec Google. C'est important vu la tendance d'arriver à comprendre et à comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut être mentionné et apparaître dans les réponses des recherches. Donc là, je vais te poser quelques questions un peu en rafale. OK. On va voir si tu peux répondre aussi rapidement. Que qui? Que le débit que je vais te donner en termes de questions. C'est pas mal de sujets qu'on a un petit peu abordés et justement, je voulais un peu rentrer dessus, mais là, je vais reprendre l'IA du coup. Est-ce que tu as une boîte tech en 2025 et que tu utilises pas la Gen AI même en interne? Tu vas mourir selon toi? Ça va être compliqué en tout cas. Ok. Maintenant, je repars un petit peu plus sur l'entrepreneuriat. Je viens d'une famille, il me semble, où il y a eu pas mal d'entrepreneurs dans ton environnement. Ouais, différentes typologies. Des médecins libéraux, des gens qui ont créé des journaux, ouais. Est-ce que sans ces personnes qui t'ont montré que c'est possible, sans ce référentiel que t'as eu peut-être plus jeune, t'aurais monté une boîte ou t'aurais envie de monter une boîte, tu penses? Je pense que ça a participé à avoir un modèle de possible de l'entrepreneur, entrepreneuse. Oui. Donc je pense que ça a participé au fait que je me suis dit que c'était possible et que c'était potentiellement un truc qui m'intéresserait. Malgré voir ces gens le faire, certains réussir et d'autres voir beaucoup de galères. Tu as aussi parlé de montagne russe tout à l'heure, mais tu as utilisé un mot qui était la naïveté. Est-ce que la naïveté, c'est le moteur de la mise en action? Je parle d'entrepreneuriat, mais de manière globale. Est-ce que la naïveté, c'est le contraire d'avoir peur et d'être anxiogène vis-à-vis de quelque chose? Ça participe, hein. Je pense qu'il faut une forme d'insouciance et d'ignorance pour agir. Est-ce que lever des fonds avec des fonds d'investissement, c'est un vecteur de succès pour une start-up? Non. Est-ce que lever des fonds permet du coup de recruter du monde et que l'enjeu quand tu lèves des fonds, c'est de recruter un max de monde? Selon moi, non. Je sais bien, selon toi, non. Sinon, vous serez pas que 60. 62. Est-ce qu'en 10 ans de boîte, un entrepreneur peut déjà être riche sur la boîte qu'il a montée, du coup? T'as plein de formes de richesse. Mais si c'est une richesse matérielle et financière, oui, c'est possible. Comment? Par exemple, c'est en fonction de la rémunération que tu te verses et si tu arrives à faire du secondaire avec un investissement dans ta boîte. Est-ce que tu te verses une belle rémunération après 10 ans?
je me verse une bonne rémunération. Ouais. T'es le mieux payé de la boîte? Non. Je le savais, j'adore ça. Mais j'ai aucun founder que j'ai rencontré qui me dirait oui. Et l'autre question là-dessus, est-ce que t'as fait du cash out? Oui, on a fait un peu de cash out à l'occasion de l'investissement de Partech dans Weglot en 2022. Ouais. Pourquoi c'est important? On est resté majoritaire avec Rémi. Pourquoi donc après 7 ans de boîte, il me semble, 6-7 ans, pourquoi c'est important de devoir capter un petit peu de valeur à ce moment-là et de cash out? Je sais pas si c'est important, mais c'est un bon moyen de Pourquoi vous l'avez fait? dérisquer un investissement de temps et d'énergie que t'as passé pendant 6-7 ans. Si t'as l'occasion de le faire tout en gardant un alignement, je pense. Enfin nous, ce qui était important pour nous, c'était de continuer d'être majoritaire et de pouvoir développer Weglot comme on espérait le faire et comme on le souhaitait, et en même temps arriver à éventuellement pouvoir dérisquer un peu et donc du coup faire un petit peu de cash out. Et il se trouve que ça s'est bien présenté avec l'arrivée de Partech, les conditions de marché de l'époque. 34 millions d'ARR. Ouais. Donc je pense qu'en 2022 vous en faisiez un petit peu moins. Est-ce qu'on peut dire que t'es millionnaire? Ah bah on peut dire que avec la participation que j'ai dans Weglot, oui, je suis millionnaire. Mais pas juste avec le cash out du coup. En cash plus equity, t'es millionnaire. En cash plus equity, je suis millionnaire. Est-ce que t'es riche du coup? Moi, je pense que la richesse, elle se résume pas au financier. Hein. Je pense que la richesse, c'est tous les jours. Est-ce que t'es heureux de faire ce que tu fais? Est-ce que t'es aussi heureux et t'as un bon équilibre familial? Donc oui, pour toutes ces raisons, je suis riche. Est-ce qu'un jour ta place de CEO à la tête de Weglot pourrait être compromise? Est-ce qu'il y a une date d'expiration? Ouais, bien sûr. À partir du moment où probablement j'apporte pas suffisamment de valeur pour la boîte ou pour l'équipe, ou si à un moment, je sais pas, peut-être qu'un jour, on sait pas, hein, t'en as un peu marre. Ça peut arriver, hein, il y a des gens qui c'est possible. Et bah dans ce cas, probablement il faut arrêter avant de devenir un frein pour la boîte et ouais. Donc c'est oui. Mais tu resteras à vie le fondateur ou cofondateur du coup. Ça c'est sûr. Bah, ça c'est oui, ça. Est-ce que Weglot c'est ton bébé? Est-ce que Weglot c'est mon bébé? Bon, je dis ça, il a 3 gosses, donc attention. Hein. Ouais, c'est une forme de bébé, bien sûr. Je pense. Mais il y a des limites d'un point de vue émotionnel ou pas? Ouais, bien sûr, il y a des limites d'un point de vue émotionnel. Non, je pense que notre objectif avec Rémi, et pour le coup on est assez aligné là-dessus, c'est que Weglot ce soit le plus indépendant possible de nous-mêmes. Du coup, ça ressemble un petit peu aussi à un bébé. C'est vrai que tu fais des enfants pour leur donner tous les outils possibles pour qu'un jour ils puissent être les meilleurs possibles sans toi. Donc il y a un peu cette idée-là aussi. Est-ce que Weglot, l'objectif c'est une IPO ou ce serait une revente? C'est pas comme ça qu'on voit les choses. Je pense que notre objectif pour nous, c'est d'essayer de proposer vraiment la meilleure solution du marché aux problèmes de la traduction de sites et la traduction d'applications en général. Et là, à court terme, à 1-3 ans, c'est comment est-ce que on arrive à continuer de développer le produit pour aller dans cette direction. Et si tout se passe bien, je pense qu'on aura plusieurs scénarios possibles pour la suite pour Weglot, et on choisira en fonction de ce qui est le meilleur pour Weglot et l'équipe. Putain, qu'est-ce qu'il est fort. Il a pas voulu me répondre. Parce qu'en général, moi, je veux savoir c'est quoi. Mais bref, est-ce que si demain tu n'es plus à la tête de Weglot, tu signes un CDI ou tu remontes une boîte? Ah, c'est... Franchement, comme ça, je dirais plutôt je remonte une boîte, mais je pense qu'il faut jamais dire jamais. Mais plutôt remonte une boîte, ouais. Ok. C'est quoi le truc qui te fait le plus chier dans l'entrepreneuriat? Qui me fait le plus chier? On avait dit bien dynamique les questions du tac au tac. Je pense que je crois qu'il y a des parties administratives qui sont que j'aimerais qui
pour le coup, ça me coûte vraiment de le faire. Ça me coûte de la barre d'énergie. Typiquement, faire des dossiers participer au dossier de crédit impôt recherche. Ça, c'est vraiment. Mais faut le faire. Mais ça te fait chier. Bah, tu peux poser la question. Peut-être qu'en fait, faut juste pas le faire. Ah, mais c'est de l'argent gratuit entre guillemets, mais c'est intéressant. T'es en train de dire que par moment, il vaut peut-être mieux vendre ton produit à des clients et aller chercher cet argent. Peut-être que c'est l'énergie qui est mal mise au mauvais endroit, tu vois. Ok. Est-ce qu'en 2025, être un entrepreneur, c'est que t'es obligé de faire du sport 3 fois par semaine? Je fais du sport 3 fois par semaine. Ouais. Et je vous déteste, chers entrepreneurs. On est obligé en 2025 d'être l'homme parfait quand on entreprend. Non, déjà, on est loin d'être parfait, mais non, c'est mon équilibre. Ça me permet d'essayer de maintenir une hygiène de vie qui me permet d'être bien au boulot ou en famille. Je sais que l'entrepreneuriat occupe beaucoup de ton temps. Je pense que c'est une passion. Dis-moi si je me trompe. Est-ce que c'est une passion, l'entrepreneuriat, déjà, pour toi? Ouais, c'est une passion. Ouais. C'est quoi tes autres passions, du coup? Mes autres passions. J'espère qu'il y en a 3 petits déjà. Ouais, mais ça c'est plus qu'une passion. Ça c'est ma vie, quoi. J'ai failli le dire. Et je me suis dit, tu peux pas dire c'est ma vie sur un podcast. Ça fait vraiment trop cliché. Donc ne dis pas ça. Donc je vais quand même le dire. Du coup, c'est ma vie. Il y a autre chose. Tu me disais la cuisine, j'aime bien aussi. Okay. Alors, c'est pas une passion, non, mais j'aime bien cuisiner. Ouais. Et il y a une dernière question. On en a pas parlé. Est-ce que bosser 4 jours par semaine, ça rend les gens moins productifs en France? Écoute, c'est une très bonne question. C'est une question qu'on s'est posée avant de lancer le test de la semaine de 4 jours chez Weglot. Parce que oui, nous faisons la semaine de 4 jours chez Weglot. L'idée était de se dire, à un moment, qu'est-ce qui est le plus important? Le temps, l'argent. Peut-être que c'est intéressant de voir si on peut avoir un format de fonctionnement un peu différent en enlevant une journée. Donc l'idée, c'est pas de dire on fait le volume horaire de 5 jours en 4 jours. Non, juste on enlève une journée. Et c'est quoi le résultat? Et le résultat, c'est... Alors, on n'a pas mis en place un système de suivi de métriques par personne, de productivité, donc je pourrais pas te dire à ce point-là. En revanche, si on essaie de prendre quelques proxys pour se donner une idée, je pense que c'est positif. Déjà sur les chiffres de la boîte en termes d'ARR, donc ça fait 1 an et demi qu'on a commencé à faire ça, donc ça nous a pas empêché de faire une bonne croissance et d'aujourd'hui être à 34 millions d'ARR avec 62 personnes. Donc si tu rapportes le montant d'ARR par personne, on est toujours dans des standards qui sont assez hauts. Bien sûr, ça veut dire 500 000. Voilà. Et après, si on prend quelques exemples de métiers qui a priori sont assez liés au volume horaire, et tu regardes si ça a ou pas impacté négativement. Donc par exemple, si on prend les sales, tu pourrais dire si t'enlèves un jour, tu fais moins de calls et tu fais tu closes moins de deals. Bah non, nous là aujourd'hui, nos meilleurs performeuses dans l'équipe, elles font des très bons chiffres, elles font des meilleurs chiffres aujourd'hui qu'avant la semaine de 4 jours. Bon, c'est aussi parce que probablement on est un peu meilleur dans cette expertise-là, elles sont meilleures dans cette expertise-là, et l'équipe marketing apporte des très bons leads. Donc il y a pas que ça qui compte, mais à la fin, 4 jours, ça empêche pas d'être dans les meilleurs performeuses du marché. Est-ce qu'on peut dire l'inverse? Est-ce qu'on peut dire que 4 jours, en fait, est-ce qu'on peut dire que faire des cadeaux, entre guillemets, ou mettre bien tes employés, ils te le rendent 2 fois plus que ce que toi, ça t'a coûté? Je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, ça permet aussi d'autres effets indirects. C'est tu te forces à aussi prioriser beaucoup plus les choses que tu vas faire sur une semaine. Ah, intéressant. Et ça, c'est... Est-ce que depuis que t'as des gosses, ah là, c'est... tu vis moins la pression ou tu priorises mieux? Putain, je dois terminer ce podcast depuis déjà 5 minutes là. Ça fait 5 minutes mais il y a trop de questions qui m'intéressent. Allez, c'était la dernière, mais vraiment, est-ce que le fait de devenir papa te fait non pas moins être passionné de l'entrepreneuriat, mais peut-être te dire qu'en effet, on sauve pas des vies, prendre un petit peu de recul, mais du coup, ce recul te permet aussi de mieux prioriser, d'être plus productif sur les tâches, etc. C'était ma dernière question. Ouais, je sais pas si le fait de devenir papa, ça m'a enlevé de la pression sur, de la pression ou de l'exigence sur développer Weglot, essayer d'atteindre nos objectifs. En revanche, il y a un truc très pratique, c'est que devenir papa, ça a réduit énormément mon temps disponible pour plein d'autres choses. Et donc, du coup, ça m'a obligé, naturellement, à être
plus efficace et plus organisé sur le temps disponible pour bosser. Donc, de manière très pratique, a priori, ça m'a rendu plus efficace de devenir papa d'un point de vue professionnel. Donc moi, j'entends que devenir papa t'empêche pas de pas faire les autres choses, mais tu les fais de manière plus intelligente ou différemment. Et il y a une deuxième chose que tu n'as pas dite, mais dédicace à ta femme, parce que je pense que elle aussi, elle aide beaucoup là-dessus. Ah oui, bien sûr. Non, mais bon, un grand merci Augustin, j'espère que t'as pris du plaisir. Ouais, merci beaucoup Yacine. Bon, peut-être qu'un jour on le fera en anglais. Tu parles bien anglais? Pardon? Tu parles bien anglais, toi? Ça va, je parle anglais. Ouais, il va développer une app pour traduire en live, en audio. Non, on va utiliser il y a des LLM qui te font ça maintenant très très bien. J'ai envie de te dire, rendez-vous pour les 100 millions. J'allais dire dans 3 ans, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'ils arriveront avant. À 100 millions en 3 ans, franchement, si on y arrive, si tu me demandes de signer maintenant pour dans 3 ans à 100 millions, je signe tout de suite. C'est pas facile 100 millions. Bon, il y a pas de papier, mais on fera ça en off. Un merde à toutes les personnes qui entreprennent, qui peuvent douter par moment et qui croient que la vie n'est pas un long fleuve tranquille comme Augustin. Non, parce que tu m'as l'air d'être une force très tranquille. Moi non, tu peux le voir que j'ai beaucoup de doutes au quotidien. Donc c'est aussi le but, c'est que je puisse te les renvoyer et que tu puisses me dire, mec, fonce, step by step, mais fonce. Donc voilà, force à toutes les personnes qui entreprennent, qui prennent des risques et qui veulent impacter notre société positivement, comme nous deux ici présents. Je crois qu'on peut dire nous deux, non? On peut dire nous deux. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.